Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans notre premier cours dans les principes de commercialisation, ou vous pouvez aussi l'appeler principe du marketing. Dans notre dernière séance introductive, nous avons parlé de notre plan pour ce semestre et aussi ce qu'il faut retenir et les objectifs d'enseigner cette matière. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le premier chapitre, concept et environnement du marketing, et nous allons aborder trois axes dans ce chapitre partagés sur trois séances de cours. Ces axes sont le concept du marketing, deuxièmement l'environnement marketing, troisièmement la segmentation, le ciblage et le positionnement. Ce cours sera consacré exclusivement au premier axe qui est le concept du marketing. Durant ce cours, nous allons aborder la définition du marketing, la démarche marketing et dernièrement les nouveaux paysages marketing. Premièrement, c'est quoi le marketing et comment le définir? Le marketing est un processus social et managérial qui permet à des personnes ou à des organisations de créer de la valeur et de l'échanger avec d'autres afin d'obtenir ce dont elles ont besoin et d'en retirer de la satisfaction. Dans le contexte plus étroit de l'entreprise, le marketing suppose l'établissement de relations d'échange rentables avec les clients fondées sur la notion de la valeur à long terme. Cette définition a mis en avant plusieurs concepts. Tout d'abord, le marketing est un processus, c'est-à-dire une série d'actions et d'étapes qui sont mises en œuvre pour créer une valeur. La valeur ici, dans le contexte du marketing, fait référence à l'avantage ou au bénéfice perçu par les clients lorsqu'ils acquièrent un produit ou un service. Ici, aussi, la création de la valeur veut dire la création d'un produit ou d'un service. Maintenant, quel est l'objectif de création de ces produits et services? C'est de satisfaire les besoins des clients. Comment les satisfaire? C'est au travers les relations d'échange entre l'entreprise et le client. La notion de valeur à long terme est essentielle dans cette approche, car elle permet l'accent sur la satisfaction durable du client et la création de relations durables plutôt que sur des bénéfices immédiats à court terme. En résumé, le marketing est un processus qui vise à créer de la valeur, à l'échanger avec les clients, à répondre à leurs besoins et à en retirer de la satisfaction à long terme. Selon la définition, le marketing a pour objectif de répondre aux besoins des clients et de les satisfaire en leur fournissant des produits ou des services. Le marketing est donc orienté vers la satisfaction des clients. Le but ultime du marketing est la satisfaction des clients, et cela au travers la création d'un produit ou un service qui correspond parfaitement à ses besoins au point que le produit se vende pratiquement de lui-même. L'idée clé que lorsqu'un produit ou un service est spécifiquement conçu en tenant compte des attentes et des préférences des clients, il a de fortes chances de répondre à ses besoins de manière satisfaisante. Cela signifie que le produit est adapté à ses besoins, qui lui apporte de la valeur et qu'il répond à ses attentes. Donc, le marketing doit s'efforcer de comprendre profondément les besoins et les désirs des clients, d'anticiper ses attentes et de les traduire en un produit ou un service attrayant afin de satisfaire ce client. Maintenant, comme on a vu dans la définition que le marketing est un processus, on va voir le processus marketing ou comme on l'appelle la démarche marketing. La figure que vous voyez présente un schéma qui illustre le processus marketing composé de 5 étapes. Les 4 premières étapes
consiste pour l'entreprise à développer une compréhension de ses clients, à leur offrir une valeur ajoutée et à établir des relations solides avec eux. La dernière étape permet à l'entreprise de récolter les résultats de ses efforts en créant de la valeur pour ses clients. Elle peut ensuite en bénéficier elle-même grâce aux ventes, aux bénéfices et à l'accumulation d'un capital client à long terme. Ces étapes sont comme suit. Comprendre le marché ainsi que les besoins et les désirs des clients, concevoir une stratégie marketing orientée vers le client, élaborer un programme marketing permettant d'offrir une valeur supérieure. Quatrièmement, bâtir des relations rentables et assurer la satisfaction des clients. Et dernièrement, capter la valeur créée par les clients pour générer des bénéfices et développer le capital client. La première étape de la démarche marketing, comprendre le marché et les besoins des clients. Les responsables marketing doivent en premier lieu se concentrer sur la compréhension des marchés et des besoins des clients. Ils doivent s'efforcer de comprendre les besoins et les désirs des clients ainsi que le contexte dans lequel ils évoluent. Nous allons donc explorer 5 concepts essentiels: les besoins, les désirs et demandes. Il est crucial de comprendre les besoins fondamentaux des clients, leurs désirs et comment cela se traduit par une demande de produits ou services. Deuxièmement, on va voir aussi la politique d'offre. Cela englobe les produits, les services, les informations et les expériences que l'entreprise propose aux clients. Il s'agit de créer une offre attrayante qui répond aux besoins et aux attentes des clients. Troisièmement, on va voir la valeur et la satisfaction. La valeur perçue par les clients est un élément clé. L'entreprise doit s'efforcer d'offrir une valeur supérieure à celle de ses concurrents et de garantir la satisfaction des clients pour établir des relations durables. Quatrième concept, c'est les échanges et relations. Ici, le marketing implique des échanges entre l'entreprise et les clients. Il est important de cultiver des relations solides avec les clients en établissant la confiance et en favorisant la fidélité à long terme. Et cinquième concept, c'est le marché. Il est essentiel de comprendre le marché dans lequel l'entreprise opère, y compris les tendances, les segments de clientèle, la concurrence et les opportunités. Cette connaissance permet de prendre des décisions stratégiques éclairées. Donc, la première étape de la démarche marketing consiste à comprendre le marché et les besoins des clients. Cela implique de se familiariser avec les concepts clés comme les besoins et les désirs, etc. Cette compréhension approfondie est essentielle pour développer des stratégies marketing efficaces. Maintenant, c'est quoi les besoins, désirs et demandes des clients? Tout d'abord, les besoins. Les besoins sont des états liés à une sensation de manque. Besoins peuvent être décrits comme des états où une personne ressent un manque ou une insatisfaction. Il englobe à la fois des besoins physiques, tels que se nourrir, se vêtir, ainsi que des besoins sociaux comme le besoin d'appartenance et des besoins individuels tels que l'acquisition de connaissances. Ces besoins n'ont pas été créés par le marketing. Ils font partie intégrante de la nature humaine. Comme le besoin par exemple de se nourrir, ce besoin existe déjà dans la nature humaine, c'est-à-dire les besoins existent déjà dans l'être humain et le marketing seulement a un rôle d'essayer de les satisfaire, pas plus.
marketing essaye de comprendre ces besoins et de proposer des produits et des services qui répondent de manière efficace et satisfaisante pour les individus. Deuxième concept est les désirs. Les désirs représentent la forme que prennent les besoins humains sous l'effet de la culture et de la personnalité de chacun. Ils sont façonnés par la société dans laquelle nous vivons et reflètent nos préférences personnelles. Un exemple illustrant cela est que deux personnes, un Anglais et un Mauricien, peuvent avoir tous les deux besoin de se nourrir, mais leurs désirs spécifiques diffèrent en raison de la culture et de leur influence individuelle. L'Anglais peut désirer un fish and chips, qui est un plat typique de sa culture, tandis que le Mauricien peut préférer une combinaison de mangue, de riz, de lentilles et des haricots, qui sont des ingrédients couramment utilisés dans la cuisine mauricienne. Et le troisième concept, la demande. La demande peut se définir comme des désirs soutenus par un pouvoir d'achat suffisant. En fonction de leurs désirs et de leurs ressources financières, les gens réclament des produits qui leur apportent le maximum de valeur et la plus grande satisfaction possible. En termes plus simples, lorsque les désirs des individus sont soutenus par un pouvoir d'achat suffisant, ils se transforment en demande sur le marché. Les consommateurs évaluent les différentes options disponibles sur le marché en fonction de leurs préférences personnelles, de leur budget et de leurs ressources. Le marketing vise à comprendre ces demandes et à y répondre en proposant des offres attractives qui satisferont les consommateurs et créeront de la valeur pour eux. Maintenant, pour la politique d'offres. On peut classer le marketing en plusieurs catégories d'entités différentes. Premièrement, les biens. Cela englobe une grande variété de produits physiques tels que les produits alimentaires, les vêtements, les meubles, les produits de beauté tels que les shampoings, les cosmétiques et les parfums, les voitures, les ordinateurs, les téléphones, les consoles des jeux, etc. Pour les services, cette catégorie comprend des activités diverses comme le transport, les services bancaires, l'hôtellerie, la coiffure, les clubs de sport, ainsi que de nombreuses professions libérales telles que les experts comptables, les avocats, les médecins, les consultants, etc. La plupart des offres incluent à la fois des biens et des services. Par exemple, dans un restaurant, le client consomme à la fois des aliments, ce sont des biens, et des services, c'est-à-dire la restauration. Pour les expériences, en combinant différents biens et services, il est possible de créer, mettre en scène et commercialiser des expériences. Des exemples des expériences, un concert de musique classique, un spectacle sportif, une sortie au cinéma, etc. Pour l'information, cela concerne ce que les livres, les écoles et les universités offrent aux lecteurs et aux étudiants. L'information peut être considérée comme une entité du marketing car elle représente le contenu et les connaissances transmises par le biais de supports éducatifs. Il est important aussi de noter que ces différentes catégories d'entités peuvent être combinées dans une offre marketing et les entreprises peuvent utiliser différentes stratégies pour répondre aux besoins et aux désirs des consommateurs en proposant une combinaison appropriée de biens, de services
d'expérience et d'information. Cependant, il est important que les responsables marketing ne se concentrent pas uniquement sur leur offre commerciale actuelle. S'ils accordent trop d'attention aux produits eux-mêmes plutôt qu'aux avantages et aux expériences qu'ils procurent, ils risquent de souffrir d'une vision marketing limitée. Ils oublient que le produit n'est qu'un moyen de résoudre le problème rencontré par le client. Par exemple, un fabricant de brosses à dents peut négliger le fait que son client a besoin non seulement d'une brosse à dents, mais aussi d'hygiène dentaire, qui peut être satisfaite plus facilement par un chewing-gum sans sucre mâché après les repas. Si un nouveau produit apparaît sur le marché, mieux adapté ou moins coûteux, le client aura toujours le même besoin, mais son désir se tournera vers le nouveau produit. En résumé, la politique d'offre dans le marketing consiste à proposer une combinaison de produits, de services, d'informations et d'expériences. Maintenant, c'est quoi valeur et satisfaction? En général, les consommateurs ont un large choix de produits et de services pour satisfaire leurs besoins. Afin de faire leur choix parmi ces différentes offres, ils évaluent la valeur et la satisfaction qu'ils peuvent en tirer, ce qui influence leur décision d'achat. Les clients satisfaits ont tendance à répéter leur choix et à partager des expériences positives avec les autres. En revanche, les clients insatisfaits se tournent vers la concurrence et expriment leur déception. La valeur est un concept essentiel et résulte de la combinaison de la qualité, du service et du prix. En fait, on peut considérer le marketing comme l'activité qui vise à identifier, créer, communiquer, livrer et gérer la valeur pour les clients. Le sentiment de satisfaction découle de la comparaison entre les attentes préalables et l'expérience réelle vécue. Il est donc important pour les responsables marketing de susciter des attentes appropriées. Je répète, la satisfaction correspond à l'évaluation qu'un individu fait en comparant la performance perçue d'un bien ou d'un service lors de sa consommation à ses attentes initiales. Si la performance est inférieure aux attentes, le client est déçu et insatisfait. Si les deux correspondent, le client est satisfait. Si la performance dépasse les attentes, le client est très satisfait, voire enchanté. En résumé, la valeur et la satisfaction sont des éléments clés du processus marketing. La valeur est créée en offrant des avantages perçus supérieurs par rapport au coût, tandis que la satisfaction est atteinte lorsque la performance perçue répond ou dépasse les attentes du client. Ces concepts sont cruciaux pour les entreprises afin de fidéliser leur clientèle et maintenir des relations solides avec eux. Échange et relations. L'échange désigne l'acte visant à obtenir d'autrui un objet souhaité en lui offrant quelque chose en retour. La relation, c'est les actions permettant à bâtir et d'entretenir avec les publics ciblés les liens d'échange utiles relatifs à un produit, un service, etc. Là, le rôle du responsable marketing est de susciter une réponse à une offre commerciale spécifique. Cette réponse est la transaction d'achat de biens ou de services ou d'expériences.
Le marketing englobe toutes les actions visant à établir et à entretenir des relations d'échange utiles avec les publics ciblés, que ce soit pour un produit, un service, une idée ou tout autre objet, en plus d'attirer de nouveaux publics et de favoriser les échanges. L'objectif est de fidéliser les publics existants et d'intensifier les échanges avec eux. Pour les marchés, un marché désigne l'ensemble des acheteurs actuels et potentiels d'un produit. Ils partagent un besoin ou un désir particulier susceptible d'être comblé par des relations d'échange. En d'autres termes économiques, le marché est le lieu de rencontre, l'offre et la demande. Donc le marketing consiste à gérer les marchés de manière à établir des relations rentables avec les clients. Les entreprises doivent rechercher des clients, comprendre leurs besoins, concevoir des offres commerciales appropriées, fixer les prix, promouvoir les produits, les stocker et les livrer. Au cours des dernières années, l'avènement des technologies de l'information, en particulier Internet et réseaux sociaux, a permis aux consommateurs, aux clients, d'établir des relations entre eux. Cela a donné aux clients un nouveau pouvoir, les incitant à s'exprimer entre eux et auprès des entreprises pour partager leurs opinions, leur enthousiasme ou leur mécontentement. Le marketing doit donc être de plus en plus à l'écoute et interactif pour tenir compte de ce dialogue essentiel avec les clients. Et c'est ça l'écoute du marché. Les différentes optiques de l'organisation. Pour répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs, même non exprimées, l'entreprise doit adopter une orientation marketing. Il existe 5 orientations différentes pour la conception et la mise en œuvre d'une stratégie marketing. L'orientation production, l'orientation produit, l'orientation vente, l'orientation marketing et l'orientation du marketing sociétal. Vous pouvez aussi l'appeler l'optique. L'optique ou l'orientation est la même chose. Ces différentes orientations optiques reflètent les différentes philosophies et approches que les entreprises peuvent adopter en matière de marketing. Chaque orientation a ses avantages et ses limites, et le choix de l'optique dépendra de la nature de l'entreprise, de son marché cible et de ses objectifs à court et à long terme. Maintenant, la première optique est l'optique production. L'optique production repose sur l'hypothèse selon laquelle les consommateurs choisissent les produits en fonction de leur disponibilité et de leur prix. Dans cette optique, le rôle principal du gestionnaire est d'améliorer l'efficacité de la production, de réduire les coûts et de distribuer massivement les produits. Cette orientation a été largement utilisée dans le passé et reste encore pertinente dans certaines situations. Par exemple, dans les marchés où la demande est importante et où les consommateurs ont des contraintes budgétaires, l'entreprise peut se concentrer sur la production à grande échelle et la réduction des coûts pour rendre ces produits abordables et accessibles. Cependant, dans un environnement concurrentiel intense où de nombreuses entreprises sont capables de produire à bas prix et de distribuer largement, il devient essentiel de se différencier également sur la qualité des produits et des services. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants
et recherchent des produits qui répondent à leurs besoins spécifiques. Ainsi, bien que l'orientation ou l'optique production puisse être appropriée dans certaines circonstances, il est souvent nécessaire de combiner cette approche avec d'autres orientations telles que l'orientation produit, l'orientation marketing ou l'optique du marketing sociétal pour répondre de manière plus complète, plus complète aux attentes des consommateurs et créer une valeur durable pour l'entreprise. Deuxième optique est l'optique produit. L'optique produit repose sur l'idée que les consommateurs privilégient les produits qui offrent la meilleure qualité objective, les meilleures performances et les caractéristiques les plus innovantes. Dans cette approche, la stratégie marketing se concentre sur l'amélioration constante des produits. Cependant, il est important de noter que la qualité est subjective et doit être déterminée par les clients eux-mêmes plutôt que par l'entreprise. Si l'entreprise se concentre uniquement sur ses produits sans prendre en compte les attentes du marché, elle risque de faire preuve de myopie marketing. En d'autres termes, elle peut être trop focalisée sur son produit et négliger les besoins réels des clients. De plus, même si l'entreprise dispose de bons produits appréciés par les consommateurs, il est essentiel de savoir les communiquer et les vendre efficacement. La promotion et la communication jouent un rôle crucial dans la commercialisation des produits car les consommateurs doivent être informés des avantages et des caractéristiques des produits pour prendre une décision d'achat. Ainsi, bien que l'amélioration permanente des produits soit importante, il est également nécessaire de prendre en compte les attentes et les besoins des marchés, de communiquer efficacement sur les produits et de les commercialiser dans des conditions appropriées pour assurer leur succès sur le marché. Troisième optique est l'optique vente. L'optique vente repose sur l'idée que les consommateurs n'achèteront que si un effort de promotion suffisant est engagé. Cette approche est souvent utilisée pour des produits qui ne suscitent pas naturellement l'intérêt des acheteurs, tels qu'une police d'assurance ou un système d'éclairage, ou lorsque la concurrence est forte et peu différenciée aux yeux des acheteurs. Dans cette optique, il est important d'identifier les prospects et de mettre en avant les bénéfices liés aux produits afin de les inciter à acheter. Cependant, l'optique vente se concentre davantage sur la vente de ce que l'entreprise produit plutôt que sur la production de ce que le marché demande. On suppose que les clients seront séduits une fois qu'ils auront acheté le produit. L'approche de l'optique vente consiste à vendre autant que possible à un maximum de clients sans nécessairement se soucier de l'utilité réelle des produits ou pour les acheteurs. Elle est souvent utilisée pour des produits non désirés par les consommateurs ou lorsque les entreprises se trouvent en situation de surcapacité de production. L'objectif est de vendre ce que l'entreprise produit plutôt que produire ce qu'elle pourrait vendre. Cependant, cette approche comporte des risques importants, car elle suppose que les clients qui achètent le produit sans en avoir réellement besoin ne le retourneront pas et ne partageront pas leur déception avec d'autres. Il est donc essentiel de noter que se concentrer uniquement sur l'approche vente peut entraîner des résultats à court terme, mais peut également nuire à la réputation de l'entreprise et à la création de relations durables avec les clients.
Il est important de trouver un équilibre entre la promotion et la vente d'une part et la satisfaction des besoins réels des clients d'autre part. Quatrièmement, l'optique marketing. Dans l'optique marketing, l'accent est mis avant tout sur les clients en cherchant à analyser leurs souhaits et à y répondre. Il ne s'agit pas seulement d'identifier les bons clients pour un produit donné, mais aussi de trouver les bons produits pour les clients que l'on souhaite attirer. Selon cette approche, pour réussir, une entreprise doit créer, fournir et communiquer de la valeur aux clients qu'elle a choisi de servir de manière plus efficace que ses concurrents. En adoptant une approche marketing, les entreprises sont plus à même de comprendre et de répondre aux besoins de leurs clients, d'établir des relations durables avec eux et de créer de la valeur à long terme. Cette figure montre la différence entre l'optique marketing et optique vente. On voit que le but de l'entreprise orientée marketing ne consiste pas à trouver les bons clients pour ses produits comme l'optique vente, mais à créer les bons produits pour ses clients. L'approche marketing met l'accent sur la valeur client et les intérêts des consommateurs afin de générer des ventes et des profits. Contrairement à une approche axée sur la fabrication et la commercialisation des produits, l'optique marketing adopte une philosophie d'écoute et de réponse orientée vers le client. L'objectif n'est plus de simplement chasser le client, mais de cultiver une relation appropriée avec lui. La mise en œuvre d'une optique marketing ne se limite pas aux besoins et aux désirs clairement exprimés par la clientèle. Les entreprises axées sur le client mènent des recherches approfondies pour comprendre les véritables envies de leurs clients, découvrir de nouvelles idées de produits ou de services et vérifier la validité des améliorations potentielles. Ce type de marketing fonctionne particulièrement bien lorsque les besoins sont clairement établis et que les clients savent précisément ce qu'ils veulent. Cependant, il arrive fréquemment que les clients ne connaissent pas leurs propres besoins ou qu'ils ignorent les possibilités qu'ils s'offrent à eux. Il y a quelques décennies, combien de consommateurs auraient pu réclamer des produits aussi courants aujourd'hui que les smartphones, les ordinateurs portables, les appareils photo numériques, les caméscopes, les services d'achat en ligne, etc. De telles situations, il est nécessaire d'adopter une approche de marketing proactive. Cette approche qui consiste à comprendre les besoins des clients mieux qu'eux-mêmes et à créer des produits et des services répondant à la fois aux besoins exprimés et à ceux qui sont encore latents. Le marketing proactif implique d'anticiper les évolutions du marché, d'innover, d'explorer de nouvelles possibilités et de proposer des solutions aux problèmes que les clients n'ont peut-être même pas encore identifiés. Cela nécessite une écoute active des clients, une observation des tendances émergentes et une collaboration avec eux pour co-créer des produits et des services ainsi qu'une volonté d'expérimenter et d'adopter une approche itérative pour s'adapter en permanence aux besoins changeants du marché. En adoptant une perspective proactive, les entreprises peuvent non seulement répondre aux besoins actuels des clients, mais également anticiper leurs besoins futurs, se démarquer de la concurrence et créer une proposition de valeur unique. Dernièrement, l'optique du marketing sociétal.
L'optique du marketing sociétal soulève la question de savoir si l'approche marketing traditionnelle ne néglige pas les éventuels conflits entre les désirs à court terme des clients et leur bien-être à long terme. En comblant les besoins et les désirs immédiats de leur marché cible, les entreprises agissent-elles nécessairement dans l'intérêt ultime des consommateurs? L'optique du marketing sociétal soutient que le rôle d'une entreprise est de déterminer et de satisfaire de manière plus efficace que la concurrence les besoins, les désirs et les intérêts du marché cible, tout en agissant de manière à améliorer le bien-être du consommateur et de la société dans son ensemble. En adoptant une perspective de marketing sociétal, une entreprise reconnaît que chaque individu est à la fois consommateur de biens et de services, mais aussi citoyen, contribuable, parent d'élèves, touriste, usager d'un service public, et ainsi de suite. Par conséquent, il est important de prendre en compte les impacts globaux de ces actions sur la société et de veiller à ce qu'elles contribuent au bien-être général. Cela signifie que l'entreprise doit non seulement rechercher la satisfaction des besoins des consommateurs, mais également être consciente de son impact social, environnemental et économique. Elle doit agir de manière responsable en prenant en considération les enjeux de durabilité, d'éthique, de responsabilité sociale et environnementale. Dans cette perspective, le marketing sociétal encourage les entreprises à adopter des pratiques commerciales durables, à promouvoir des comportements responsables chez les consommateurs, à prendre en compte les préoccupations sociales et environnementales dans leur stratégie, aussi à participer activement au bien-être de la société et à s'engager dans des actions philanthropiques. L'optique marketing sociétale reconnaît que la réussite à long terme d'une entreprise ne dépend pas seulement de sa capacité à générer des ventes et des profits, mais également de sa contribution positive à la société et à l'amélioration de la qualité de vie des consommateurs. En adoptant cette approche, les entreprises peuvent non seulement créer de la valeur pour elles-mêmes, mais aussi pour la société dans son ensemble. Cette figure illustre l'idée selon laquelle les entreprises doivent prendre en compte trois éléments interconnectés pour définir leur stratégie marketing selon l'optique du marketing sociétal. Premièrement, leurs profits. Deuxièmement, les désirs des consommateurs. Et troisièmement, l'intérêt général de la société. L'optique du marketing sociétal reconnaît que ces trois éléments sont étroitement liés et qu'il est nécessaire de les équilibrer pour assurer une réussite à long terme. En adoptant une approche orientée vers le marketing sociétal, une entreprise reconnaît que la recherche du profit doit s'accompagner d'une prise en compte des besoins et des désirs des consommateurs tout en veillant à contribuer positivement à l'intérêt général. Cela implique de considérer les conséquences à long terme de ces actions sur la société, l'environnement et les parties prenantes. Lorsqu'une entreprise intègre les préoccupations sociales, environnementales et éthiques dans sa stratégie marketing, elle peut gagner la confiance des clients. Maintenant, on passe à la deuxième étape, la définition d'une stratégie marketing orientée vers le client. La conception d'une stratégie marketing orientée vers le client implique de répondre à deux questions fondamentales. Quel consommateur
allons-nous servir, quel est notre marché cible et comment les servir au mieux, quelle est notre proposition de valeur. La première question concerne l'identification du marché cible. Il s'agit de déterminer quel consommateur l'entreprise va chercher à servir avec ses produits ou services. En définissant clairement le marché cible, l'entreprise peut concentrer ses efforts marketing sur ce groupe spécifique de consommateurs, ce qui lui permet d'adapter ses produits, sa communication et sa distribution de manière plus efficace. La deuxième question concentre la proposition de valeur de l'entreprise. Il s'agit de déterminer comment l'entreprise va offrir une valeur unique et différenciée à ses clients cibles. Cela implique de comprendre les besoins et les attentes des clients et de développer une offre qui répond spécifiquement à ces besoins. Il est important de noter que la conception d'une stratégie marketing orientée vers le client est un processus continu et évolutif. Les besoins et les attentes des clients peuvent changer avec le temps, tout comme le paysage euh, euh, concurrentiel. Par conséquent, il est essentiel de rester à l'écoute des clients, de surveiller le marché et d'ajuster la stratégie marketing en conséquence pour maintenir la pertinence et la rentabilité à long terme. Premièrement, choisir les consommateurs auxquels on va s'adresser. Il est difficile, voire impossible, de satisfaire efficacement tous les clients. C'est pourquoi une entreprise doit identifier les segments de marché les plus pertinents et les plus rentables pour ses produits et services. Pour ce faire, elle divise le marché en plusieurs sous-ensembles. On appelle ça les segments et sélectionne ce qu'elle souhaite viser. Ça, c'est le ciblage. Donc, en sélectionnant les segments cibles, l'entreprise peut se concentrer sur les clients qui sont les mieux adaptés à son offre et à ses capacités. Elle peut ainsi adapter ses produits, sa communication et sa distribution pour répondre de manière plus efficace aux besoins et aux attentes spécifiques de ces segments. Cela permet à l'entreprise de se positionner de manière plus compétitive sur le marché et d'obtenir un avantage concurrentiel, c'est-à-dire un avantage par rapport à nos concurrents. Enfin, les responsables marketing doivent prendre des décisions concernant les clients à cibler et déterminer aussi le niveau, la temporalité et la nature de la demande qu'ils souhaitent générer. Ces choix stratégiques sont essentiels pour façonner la direction de l'entreprise et orienter ses actions marketing vers les clients les plus appropriés et rentables. Deuxièmement, formuler une proposition de valeur. La proposition de valeur représente l'ensemble des avantages et des valeurs que l'entreprise promet d'apporter aux consommateurs afin de satisfaire leurs besoins et de les inciter à choisir ses produits ou services. Une proposition de valeur solide répond à la question fondamentale du client: pourquoi devrais-je choisir votre marque plutôt que celle d'un concurrent? Elle met en évidence les avantages uniques et les différenciateurs de l'offre de l'entreprise par rapport à ses concurrents. Ces avantages peuvent prendre différentes formes telles que la qualité supérieure des produits, l'innovation, la commodité, le service à la clientèle exceptionnelle, la personnalisation, le prix compétitif ou toute autre caractéristique qui apporte une valeur significative au client. Donc, formuler une proposition de valeur convaincante implique
de mettre en avant les avantages différenciateurs de l'offre de l'entreprise par rapport à ses concurrents, tout en cherchant à offrir une valeur supérieure qui dépasse la simple satisfaction et contribue au bien-être des clients. Cela permet à l'entreprise de se positionner de manière unique sur le marché et d'attirer les clients ciblés. Maintenant, la troisième étape de la démarche marketing, préparer un plan marketing opérationnel. Un plan marketing opérationnel consiste à traduire la stratégie marketing en actions concrètes en utilisant les 4 composantes du marketing mix, ou bien le mix marketing. En premier lieu, la stratégie marketing de l'entreprise détermine les clients qu'elle souhaite cibler et comment elle prévoit de créer de la valeur pour eux. Ensuite, le responsable marketing doit élaborer un programme marketing qui permet de concrétiser cette valeur promise. Ce programme marketing traduit la stratégie en actions concrètes. Il prend la forme d'un mix marketing qui regroupe l'ensemble des outils marketing dont l'entreprise dispose pour mettre en œuvre sa stratégie. Les principaux outils du mix marketing sont regroupés en 4 grandes catégories, connues sous le nom des 4 P du marketing. Il s'agit du produit, product, du prix, price, de la distribution, place, et de la communication, promotion. Afin de fournir la valeur promise, l'entreprise doit d'abord concevoir une offre, c'est-à-dire une combinaison de produits et de services offrant une véritable expérience. Donc, l'entreprise doit concevoir une offre capable de répondre aux besoins du marché. Ensuite, elle doit déterminer le prix demandé en échange de cette offre, ainsi que la manière de la rendre accessible aux consommateurs ciblés, c'est-à-dire les réseaux de distribution et les points de vente. Enfin, elle doit faire connaître son offre aux clients et les convaincre de ses avantages, c'est la communication. Une présentation plus détaillée du mix marketing sera réalisée dans les chapitres prochains dans nos cours. Maintenant, la quatrième étape de la démarche marketing, bâtir des relations avec les clients. Après avoir compris le marché et les besoins des clients, élaborer une stratégie marketing centrée sur le client et développer un programme marketing, la quatrième étape consiste à établir des relations rentables avec les clients. Donc, bâtir des relations solides avec les clients est essentiel pour assurer la fidélité, la satisfaction et la rétention de la clientèle. Cela permet également de générer des ventes récurrentes, d'obtenir des recommandations positives et de créer une base de clients fidèles et engagés. Les éléments qu'on va voir sont la gestion de la relation client, l'évolution des relations clients et la gestion des relations de partenariat. Premièrement, la gestion de la relation client. La gestion de la relation client est un concept crucial du marketing qui a connu une évolution significative ces dernières années. Autrefois limitée à la gestion des données clients, la gestion de la relation client se concentrait sur le traitement des informations relatives à chaque individu et sur la gestion des interactions visant à renforcer leur fidélité envers l'entreprise. La gestion de la relation client désigne à présent le processus global consistant à bâtir et à entretenir des relations rentables avec les clients en leur apportant une valeur et une satisfaction supérieures à celles de la concurrence.
elle regroupe toutes les activités visant à conquérir et à fidéliser la clientèle. La gestion de la relation client comprend des éléments. Ces éléments sont les socles pour développer et entretenir la relation avec le client. Premièrement, les éléments fondateurs de la relation, c'est la valeur client et la satisfaction. Pour établir des relations durables avec les clients, il est essentiel de leur offrir une valeur et une satisfaction supérieure à celles proposées par la concurrence ou par les concurrents. Les clients satisfaits sont plus susceptibles de rester fidèles et d'acheter davantage auprès de l'entreprise. La valeur perçue joue un rôle clé dans le choix des consommateurs face à un large éventail de produits et de services. Ils optent pour l'offre qui offre la meilleure valeur perçue, c'est-à-dire celle dont les bénéfices perçus surpassent le coût total. La satisfaction client dépend de la perception des performances du produit par rapport aux attentes de l'acheteur. Si le produit ne répond pas aux attentes, le client sera mécontent. Si il est satisfait, le client sera simplement satisfait. Et s'il les dépasse, le client sera ravi et comblé. Donc, les entreprises les plus performantes s'efforcent de maintenir la satisfaction de leurs meilleurs clients. Ceux qui sont les plus satisfaits renouvellent leur achat et recommandent l'entreprise aux autres. La stratégie la plus efficace consiste à séduire les clients en leur opposant une valeur, plutôt on propose une valeur pertinente, puis à les satisfaire en leur offrant plus que ce qui a été promis. Deuxièmement, le niveau de relation et outils associés. Les entreprises peuvent établir des relations clients à différents niveaux en fonction de leur marché cible. Pour les entreprises ayant de nombreux clients à faible rentabilité, il est préférable de développer des relations basiques. Par exemple, Danone communique avec des acheteurs de yaourt par le biais de la publicité, des promotions, du numéro vert ou des réseaux sociaux. En revanche, pour les marchés avec peu de clients et des marges unitaires élevées, l'entreprise peut chercher à établir une véritable relation de partenariat. Michelin, par exemple, travaille en étroite collaboration avec les grands constructeurs automobiles en impliquant des équipes marketing et d'ingénierie dédiées. De nos jours, de nombreuses entreprises mettent en place des programmes de fidélisation et de rétention de la clientèle. Certaines proposent des programmes basés sur la fréquence d'achat, récompensant les clients qui achètent souvent ou en grande quantité, comme les compagnies aériennes, les chaînes hôtelières ou les hypermarchés. D'autres privilégient la création de clubs offrant des réductions spéciales réservées aux membres, favorisant ainsi la formation d'une communauté. C'est le cas de Nespresso ou de la Fnac, qui mettent en avant l'exclusivité des offres et proposent un espace dédié à chaque client sur leur site. Maintenant, deuxième élément de quatrième étape, l'évolution des relations clients. Au cours des dernières années, les entreprises ont adopté une approche radicalement différente dans leurs relations avec les clients. Alors qu'auparavant, elles utilisaient une approche de marketing de masse qui s'appliquait uniformément à l'ensemble de la clientèle.
elles ont maintenant évolué vers des relations durables et plus personnalisées en sélectionnant attentivement les clients qu'elles ciblent. Cette évolution a donné lieu à plusieurs tendances majeures. Premièrement, sélectionner plus soigneusement les clients auxquels on s'adresse. On sait que de nos jours, la pratique du marketing de masse appliquée à tous les clients est devenue rare. Les entreprises ont compris qu'il est préférable de sélectionner avec soin les clients avec lesquels elles souhaitent établir une relation. Cette approche sélective vise à cibler les clients les plus rentables. Pour ce faire, les entreprises utilisent des analyses de rentabilité afin d'identifier les clients qui génèrent peu ou pas de valeur et se concentrent sur ceux qui sont les plus intéressants sur le plan financier. Maintenant, une fois les clients rentables identifiés, les entreprises leur proposent des offres attractives et des avantages spéciaux pour les séduire et les fidéliser. Elle accorde un traitement privilégié à ses clients dans le but de renforcer leur fidélité et de faire d'eux des ambassadeurs de la marque. Cependant, il est important de choisir judicieusement les clients à privilégier et de déterminer le moment opportun pour leur offrir ces avantages. Il est également possible pour les entreprises de mettre fin aux relations avec des clients non rentables si elles ne parviennent pas à les rendre rentables. Par exemple, dans le secteur bancaire, les établissements évaluent régulièrement la rentabilité de leur clientèle en fonction des différents critères tels que le solde moyen du compte, le niveau d'activité et l'utilisation des services. La banque s'efforce de fournir des services de qualité supérieure aux clients les plus prospères, tandis que les autres clients ne sont pas encouragés à poursuivre la relation. Deuxième élément, travailler sur le long terme. En raison des facteurs tels que les évolutions démographiques, la concurrence accrue et la saturation de nombreux secteurs industriels, la clientèle devient plus rare et de nombreux marchés stagnent, voire régressent. Dans ce contexte, les coûts liés à l'acquisition de nouveaux clients ne cessent d'augmenter. Il est désormais en moyenne 5 à 10 fois plus coûteux d'attirer un nouveau client que de conserver un client existant. Face à cette réalité, les entreprises mettent donc tous les moyens en œuvre pour fidéliser leurs clients et les rendre rentables. Les entreprises maintenant adoptent une approche orientée vers le long terme en privilégiant la fidélisation des clients existants. Elles reconnaissent l'importance de maintenir les relations durables et rentables avec leur clientèle face à une concurrence croissante et à des coûts élevés liés à l'acquisition de nouveaux clients. Troisième élément, établir un contact direct et de plus en plus interactif. Ici, les entreprises cherchent de plus en plus à établir un contact direct avec leurs clients, ce qui a conduit à une explosion du marketing direct et de la vente en ligne. Les clients ont désormais la possibilité d'acheter une large gamme de produits sans quitter leur domicile, que ce soit par téléphone, par correspondance ou par Internet. Les nouvelles technologies, en particulier Internet, permettent non seulement un contact direct avec les clients, mais également une interaction croissante. Cependant, le développement des réseaux sociaux comporte des risques pour les entreprises, car les consommateurs ont acquis un nouveau pouvoir grâce à Internet
et à sa capacité à rassembler rapidement un grand nombre de personnes. Si de nombreuses marques ont cherché à utiliser ce potentiel en diffusant des messages destinés à être relayés par les internautes dans ce que l'on appelle le marketing viral. Ce pouvoir accru des internautes peut parfois se retourner contre les entreprises si ceux-ci organisent des boycotts ou cherchent à nuire la réputation d'une entreprise. Et maintenant, troisième élément de la quatrième étape, gestion des relations de partenariat. La gestion des relations de partenariat est essentielle pour créer de la valeur pour les clients et établir des relations solides. Les responsables marketing doivent donc veiller à bien gérer ces relations tant avec les partenaires internes qu'externes de l'entreprise. La façon dont les responsables marketing collaborent avec ses partenaires pour offrir conjointement une valeur supérieure aux clients a connu des changements significatifs. Premièrement, les partenaires internes, c'est traditionnellement les responsables marketing étaient chargés de comprendre les besoins et les clients et de les transmettre aux différents services de l'entreprise. Cependant, les interactions avec la clientèle ne relèvent plus uniquement du marketing. Les entreprises cherchent désormais à coordonner leurs actions pour favoriser la création de valeur, et cela implique la participation de tous les domaines fonctionnels, plutôt que de confier cette tâche uniquement aux responsables des ventes ou du marketing. De nombreuses entreprises préfèrent constituer des équipes plurifonctionnelles dédiées à la clientèle. Pour les partenaires externes, les responsables marketing doivent également communiquer avec les fournisseurs, les circuits de distribution et même la concurrence. La plupart des entreprises actuelles fonctionnent en réseau et dépendent fortement des partenariats noués avec d'autres entreprises. Et maintenant, on est arrivé à la dernière étape de la démarche marketing, capter la valeur produite par les clients. Ici, elle consiste à capturer la valeur créée en retour par les clients. Cela se traduit par des ventes, une augmentation de la part de marché et des bénéfices pour l'entreprise. La création d'une valeur supérieure permet à l'entreprise de satisfaire ses clients, de les fidéliser et de les encourager à continuer d'acheter ce produit ou service. À long terme, cela se traduit par un retour plus important pour l'entreprise. Voici quelques-uns des bénéfices de la création de la valeur du processus marketing. Premièrement, la fidélisation et conservation de la clientèle. Lorsque l'entreprise offre une valeur supérieure à ses clients, ceux-ci sont plus susceptibles de rester fidèles à la marque. La satisfaction client et l'expérience positive qu'ils ont avec l'entreprise les incitent à renouveler leur achat et à recommander la marque à leur entourage. La fidélité des clients permet à l'entreprise de maintenir une base de clientèle solide et de réduire le taux de désertion. Deuxième, la part de clients, ou bien concourir une part de clients plus importante. Ici, la création de valeur permet également à l'entreprise d'augmenter sa part de clients. Cela signifie qu'elle encourage ses clients à effectuer davantage d'achats auprès d'elle plutôt que chez la concurrence. En offrant une proposition
de valeur attrayante, l'entreprise peut obtenir une plus grande part des dépenses de ses clients, ce qui se traduit par une augmentation de ses revenus et de sa rentabilité. Troisième élément, développer le capital client. Le capital client représente la valeur à long terme que les clients apportent à l'entreprise. En fidélisant les clients et en augmentant leur part de dépenses, l'entreprise accumule un capital client important. Ce capital se compose de la valeur future que ces clients généreront pour l'entreprise grâce à leur achat répété et leur fidélité. Le capital client est un atout précieux pour l'entreprise car il contribue à sa croissance et à sa rentabilité à long terme. Donc, en résumé, en créant une valeur supérieure pour ses clients, une entreprise peut bénéficier de la fidélité des clients, augmenter sa part de clients et accumuler un capital client précieux. Ces bénéfices contribuent à la croissance et à la rentabilité à long terme de l'entreprise. Et maintenant, c'est quoi le nouveau paysage du marketing? Le nouveau paysage marketing est marqué par plusieurs évolutions majeures qui transforment la manière dont les entreprises opèrent et interagissent avec leurs environnements. Voici un aperçu de ces évolutions. Premièrement, le triomphe du marketing numérique. Avec l'avènement des technologies numériques, le marketing en ligne a pris une place prépondérante. Les entreprises doivent désormais maîtriser les outils numériques tels que les médias sociaux, le marketing par email, la publicité en ligne, etc. Ça, c'est pour atteindre leur public cible et promouvoir leurs produits et services de manière efficace. Deuxièmement, l'accélération de la mondialisation. Les marchés sont de plus en plus interconnectés à l'échelle mondiale. Les entreprises doivent donc adopter des stratégies de marketing adaptées à un contexte mondialisé. Cela inclut la compréhension des cultures locales, la gestion des chaînes d'approvisionnement mondiales, l'adaptation des produits aux marchés internationaux et la concurrence avec des acteurs internationaux. Troisième élément ou troisième paysage du marketing, c'est l'appel à davantage d'éthique et de responsabilité sociale. Ici, les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux enjeux sociaux et environnementaux. Ils attendent des entreprises qu'elles adoptent des pratiques durables, d'éthique et être responsables. Les entreprises doivent donc intégrer ces préoccupations dans leur stratégie marketing en mettant en avant leurs responsabilités sociales et en communiquant sur leurs actions durables et en répondant aux attentes des consommateurs en matière d'éthique. Dernièrement, le développement du marketing dans le secteur à but non lucratif. Le marketing n'est plus réservé aux seules entreprises à but lucratif, mais les organisations à but non lucratif reconnaissent aussi l'importance du marketing pour atteindre leurs objectifs et maximiser leur impact social. Elles utilisent maintenant des stratégies marketing pour sensibiliser, mobiliser et collecter des fonds afin de soutenir leur cause. Donc, ces évolutions du paysage marketing nécessitent des ajustements stratégiques de la part des entreprises car l'adaptation et l'innovation est essentielle pour rester compétitif dans ce nouveau paysage marketing en constante évolution. On va maintenant détailler un peu ces éléments en commençant par le triomphe du marketing numérique.
Le triomphe du marketing numérique a considérablement transformé notre mode de vie et ouvert de nouvelles opportunités pour les entreprises. Les avancées technologiques et l'omniprésence d'Internet ont créé un paysage marketing numérique dynamique. On trouve par exemple des ciblages précis. Ici, les responsables marketing peuvent utiliser des outils numériques pour cibler avec précision leur audience et diffuser des messages personnalisés. Grâce à la collecte des données en ligne, les entreprises peuvent mieux comprendre les préférences et les comportements des consommateurs, leur permettant ainsi d'adapter leur stratégie de marketing de manière plus efficace. Deuxième élément, on peut trouver aussi le commerce en ligne. L'Internet et le commerce en ligne ont révolutionné la façon dont les consommateurs découvrent, achètent et paient des produits et des services. Les sites de commerce en ligne offrent une accessibilité et une commodité accrue, permettant aux consommateurs de faire des achats depuis leur domicile à tout moment. Aussi, on trouve la généralisation d'Internet. Internet est devenu un phénomène mondial et un nombre croissant de personnes se connectent en ligne pour s'informer et effectuer des achats. Les entreprises traditionnelles ont ouvert des sites Internet pour attirer de nouveaux clients et renforcer les liens avec leur clientèle existante, tandis que euh, de nouvelles entreprises à 100% en ligne ont émergé. Aussi, on trouve l'usage mobile. Il y a des mobiles. L'utilisation du smartphone et des tablettes a connu aussi une croissance exponentielle, permettant aux consommateurs de rester connectés en permanence. Les smartphones sont devenus des assistants de vie indispensables, offrant aux spécialistes du marketing de nouvelles opportunités pour atteindre les consommateurs grâce à des technologies ou bien à des techniques de géolocalisation et de marketing en temps réel. Aussi les réseaux sociaux. Les marques utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour communiquer avec leurs clients et établir des relations durables. Les plateformes sociales offrent aux entreprises la possibilité de partager du contenu, d'interagir avec les consommateurs et de créer une communauté engagée autour de leur marque. Donc, le marketing numérique a transformé la manière dont les entreprises interagissent avec les consommateurs. Il offre de nouvelles possibilités de ciblage, de personnalisation et d'engagement tout en créant des défis en termes de concurrence en ligne et de protection des données. Les entreprises doivent s'adapter à ce paysage marketing numérique en constante évolution pour rester compétitives. Deuxième paysage est l'accélération de la mondialisation. Les responsables marketing doivent adopter une perspective véritablement globale. La concurrence mondiale est devenue une réalité pour presque toutes les entreprises, indépendamment de leur taille. Les managers doivent désormais adopter une vision globale de leur secteur d'activité, de la concurrence et des opportunités industrielles. Ils doivent se poser des questions telles que: qu'est-ce que le marketing global? En quoi diffère-t-il du marketing local? Comment les forces économiques mondiales et les concurrents étrangers affectent-ils notre activité? Jusqu'à quel point devons-nous nous mondialiser? Il est essentiel pour les responsables marketing de comprendre les dynamiques des marchés mondiaux, d'identifier les opportunités et les défis associés à la concurrence internationale et de développer des stratégies adaptées pour saisir ces opportunités. Cela peut impliquer une adaptation des produits, des stratégies de tarification compétitive, une compréhension des cultures et des valeurs des consommateurs internationaux, ainsi qu'une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement
et de la logistique dans un contexte mondial. La mondialisation du marketing nécessite également une attention particulière à la localisation et l'adaptation des messages marketing en tenant compte des spécificités culturelles, linguistiques et régionales de chaque marché. Les responsables marketing doivent être sensibles aux différences culturelles et aux préférences des consommateurs locaux tout en préservant l'essence de la marque. Troisième piégeage est l'appel à davantage d'éthique et de responsabilité sociétale ou bien responsabilité sociale et environnementale. L'éthique et la responsabilité sociale et environnementale sont devenus des sujets essentiels dans le paysage marketing actuel. Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par l'impact social et environnemental des entreprises et attendent d'elles qu'elles assument leurs responsabilités. Les consommateurs veulent savoir comment les produits sont fabriqués, s'ils respectent les normes de travail équitables, s'ils sont durables sur le plan environnemental et s'ils contribuent d'une manière ou d'une autre au bien-être de la société. Pour répondre à cet appel à davantage d'éthique et de responsabilité sociale et environnementale, les entreprises doivent intégrer ces principes dans leur stratégie marketing. Cela peut se traduire par l'adoption des pratiques de production durable, la transparence sur le processus de fabrication, la communication sur les initiatives sociales et environnementales, la participation à des programmes de responsabilité sociale et la mise en place de mesures concrètes pour minimiser l'impact environnemental. Et quatrième nouveau paysage du marketing est le développement du marketing à but non lucratif et du marketing social. Le marketing était traditionnellement associé au secteur lucratif et de plus en plus d'organisations à but non lucratif telles que les universités, les hôpitaux, les musées, les théâtres, les institutions religieuses et les organisations humanitaires intègrent désormais des stratégies marketing dans leurs activités. Les organisations à but non lucratif ont réalisé l'importance de communiquer efficacement avec leur public cible, de promouvoir leur mission, de mobiliser des ressources et de créer un impact positif dans la société. Le marketing leur offre des outils et des approches pour atteindre ces objectifs. Par exemple, une université peut utiliser le marketing pour attirer des étudiants, des dons et des partenariats, tandis qu'une organisation humanitaire peut utiliser le marketing pour sensibiliser le public à une cause spécifique et solliciter des dons. De même, les administrations publiques reconnaissent de plus en plus la valeur du marketing dans la promotion de comportements bénéfiques pour la société. Le marketing social est utilisé pour encourager les individus à adopter des comportements sains, à protéger l'environnement et à économiser l'énergie et à éviter les comportements à risque tels que la consommation de tabac, l'alcool ou de drogue et à promouvoir d'autres initiatives sociales importantes. Et voilà, nous avons terminé notre cours, mais avant de terminer cette vidéo, un petit rappel de ce qu'on a vu aujourd'hui. Tout d'abord, on a défini la notion du marketing et on a aussi mis en évidence les étapes successives de la démarche marketing. Aussi, on a expliqué l'importance de la compréhension du client et du marché et quels sont les concepts fondamentaux reliés au marketing. Aussi, on a essayé de déterminer les éléments clés
d'une stratégie marketing orientée vers le client et souligner les orientations managériales susceptibles de guider la stratégie marketing. On a aussi expliqué la gestion et la relation client et identifié les stratégies permettant à la fois de créer de la valeur à l'intention du client et d'en dégager en retour au profit de l'entreprise. Et aussi, dernièrement, à l'ère du marketing relationnel, décrire les grandes tendances et les principales forces qui sont en train de transformer le paysage marketing. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite des bons courage. Merci.